Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session consacrée à l'épargne, indicateur de la confiance. Donc je vous rappelle rapidement le déroulé. Notre ami Jean-Paul Paulin, qui est l'éminent représentant du Cercle des économistes pour cette session, se chargera du propos introductif pour cadrer le débat. Après, je vous présenterai nos intervenants. Alors sur le programme était indiquée la présence de Gérard Beckerman, le président de l'AFER. Alors il n'a pas pu venir. Alors il nous a fait savoir que en fait il avait préféré rester à Paris parce que vous le savez qu'il ferraille contre la loi Pacte. Voilà, donc il fallait fourbir ses arguments. Alors j'avais envie de lui dire, finalement, si vous voulez voir Bruno Le Maire, c'était peut-être à Aix qu'il aurait quand même dû venir. Mais bref, Gérard Beckerman n'est pas avec nous, mais vous inquiétez pas, il a été avantageusement remplacé. Et donc ensuite, après l'introduction de Jean-Paul Paulin, je vous présenterai nos intervenants. Et puis chacun aura une petite dizaine de minutes pour s'exprimer. Ensuite, on échangera un peu et ils répondront, bien sûr, à vos questions que j'espère nombreuses. Jean-Paul Paulin, professeur à l'Université d'Orléans. Jean-Paul, comme de coutume, c'est à toi qu'il revient de mettre sous tension cette table ronde. Merci Emmanuel. La question qui nous est posée est en fait un peu piégeuse. C'est un piège parce que si vous vous amusez, comme je l'ai fait d'ailleurs au cours de ces 24 dernières heures, à poser cette question, y a-t-il un rapport entre la confiance et l'épargne et quelle est-elle? On vous dit, bah oui, bien sûr, il faut qu'il y ait de la confiance pour qu'il y ait épargne. Et pourtant, quand vous regardez dans les faits, première chose, les Français, d'après notamment l'étude de McKinsey, les Français sont des gens extraordinairement peu confiants. Apparemment, ils ont l'air d'avoir peur de l'avenir, peur pour leurs enfants. Enfin bref, nous sommes dans le classement de McKinsey parmi les plus défiants. Et pourtant, notre taux d'épargne, 14-15% aujourd'hui, ce taux d'épargne est parmi les plus élevés en Europe et dans le monde, puisque nous sommes juste derrière les Suédois et derrière les Allemands. Les Allemands doivent être à 16%, je crois, de taux d'épargne, c'est-à-dire l'épargne ramenée au PIB. Ensuite, quand vous regardez sur la conjoncture, est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, entre la confiance des ménages telle que la mesure l'INSEE? Il y a une enquête de l'INSEE qui est faite régulièrement tous les mois d'ailleurs, sur la confiance des ménages et le taux d'épargne. Il n'y a strictement aucun lien, enfin en tout cas aucune relation robuste. Dans le détail, c'est selon les moments. Et dans le détail, vous vous rendez compte que quand il y a une crise, quand il y a vraiment un événement marquant, une crise financière, une crise conjoncturelle forte, eh bien c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les gens épargnent plus lorsqu'ils ont peur de l'avenir, et ceci se comprend évidemment très bien, puisqu'on prend ses précautions, on épargne dans l'idée qu'on essayera ainsi de lisser les temps mauvais qui arrivent. Au passage, ceci n'est quand même pas une bonne nouvelle, parce que vous voyez que ce comportement des épargnants tend au fond à renforcer le cycle. Si je commence à épargner au moment où la conjoncture faiblit, j'amplifie le phénomène conjoncturel. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque on fait de l'épargne de précaution, bien cette épargne de précaution, elle est liquide. Et je pense que le meilleur indicateur de la confiance ou de la défiance, c'est plutôt la structure de l'épargne que le niveau de l'épargne lui-même, que le taux d'épargne lui-même. Regardons la structure de l'épargne. Et effectivement, si on regarde la structure de l'épargne au cours de, mettons, ces 20 dernières années qui ont été des années anxiogènes, vous observez que
il y a eu une augmentation de l'épargne liquide bien au début des années 2000, c'est-à-dire au moment de la crise financière, l'explosion de la bulle Internet. Il y a eu une augmentation de l'épargne liquide en 2008-2009, donc au moment de la crise financière, et aussi en 2012, au moment de la crise des dettes publiques. Alors bien sûr, ces évolutions ne viennent pas seulement des chocs financiers ou des chocs conjoncturels. Bien sûr, il y a aussi là derrière des évolutions de la fiscalité, il y a des évolutions de l'ensemble de l'environnement qui aussi sont des déterminants non seulement du taux d'épargne, mais également de la structure de l'épargne. Mais enfin, au bout du compte, quand au terme de ces 20 dernières années, je répète, qui ont été particulièrement anxiogènes, on s'aperçoit que les Français ont augmenté la liquidité, la part liquide de leur épargne. On voit que, par exemple, les placements en fonds propres, de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire par le biais des organismes de placement collectif, ces placements en fonds propres ont diminué. On s'aperçoit que les placements en assurance vie aussi, que ce soit en France d'ailleurs ou en Europe, dans la zone euro, il y a eu des sorties de l'assurance vie. Bref, l'épargne est devenue à la fois de plus court terme et en même temps de moins en moins risquée. D'ailleurs, si vous regardez un indicateur simple, appelons-la prime de risque, c'est-à-dire l'écart entre le taux de rendement requis sur les actions et le taux sans risque, c'est-à-dire les taux, mettons les taux sur les obligations publiques longues, vous vous apercevez qu'il y a eu, et dans beaucoup de pays, il y a eu une augmentation de cette prime de risque. Or ça, non plus, ça aussi, ça peut être une spirale déstabilisante. En effet, je n'ai pas confiance, donc je mets mon épargne à court terme, elle ne s'investit pas sur des investissements longs, et ceci bien, peut être une des explications de l'affaiblissement de la croissance, et cet affaiblissement de la croissance nourrit à son tour la défiance. D'où les questions qui viennent ensuite et auxquelles nous aurions à répondre. Que faire pour briser cette espèce de spirale déstabilisante? Alors, il y a différentes pistes. D'abord, la fiscalité. On dit souvent que la fiscalité doit être stable pour permettre justement plus de confiance, pour permettre des investissements longs et risqués. Au point où nous en sommes, c'est-à-dire avec le niveau des taux d'intérêt que nous connaissons et la structure très plate des taux d'intérêt que nous connaissons, donc qui permettent pas, qui ne donnent pas les bonnes incitations pour avoir des placements longs, est-ce qu'il ne faut pas taxer, imposer en quelque sorte l'épargne liquide ou, vu d'une autre façon, est-ce qu'il ne faut pas donner des incitations à l'épargne longue par le biais d'aménagements fiscaux? Les investisseurs institutionnels, eux aussi, n'ont-ils pas une structure trop liquide par rapport aux besoins de l'économie, mais aussi par rapport même à l'horizon des épargnants, cet horizon qui est en principe de long terme, en particulier dans l'assurance vie, et qui font que, eh bien, il n'y a pas de correspondance entre les deux, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, on pourrait le faire, et sur lesquelles on pourra revenir. Est-ce que la réglementation qui a été mise en place ne va pas, elle aussi, à l'encontre de ces placements longs? Je pense notamment à la réglementation de la liquidité bancaire qui s'est mise en place et qui demande, il y a des ratios de liquidité que doivent satisfaire les banques et qui pourraient aller aussi en sens contraire à ce qui pourrait être souhaité. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin d'une certaine façon? Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre en termes réglementaires de façon à permettre ces incitations? Enfin, dernière chose, les investissements dont je parle, on en a d'ailleurs parlé lors de la session sur la finance ce matin. Les investissements dont on parle, ce sont des investissements en infrastructure longue ou les investissements qui sont susceptibles de permettre la transition climatique, la transition écologique. Est-ce que ces investissements qui sont effectivement longs et risqués, est-ce
ils ne doivent pas être pris pour partie en charge par l'État sous différentes formes. Ça peut être du partenariat public-privé, ça peut être des subventions, bref, des partages de risques. Ces investissements sont des investissements qui comportent de fortes externalités et en conséquence, il est normal dans ces cas-là qu'un opérateur, enfin, ou un agent centralisé intervienne précisément pour permettre l'internalisation de ces externalités. Je vous remercie, Emmanuel. Merci Jean-Paul. Alors, pour discuter des propos de Jean-Paul et du thème plus général, nos intervenants sont Neza Hayat. Neyat, vous êtes présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux et vous êtes aussi vice-présidente du comité régional Afrique et Moyen-Orient de l'Organisation internationale des commissions de valeur. Guillaume Cadiou, le président du directoire de Kepler Chevreux. Émile Stixgaard-Fulsang, cofondateur de la fintech danoise Matter, qui est une fintech spécialisée dans l'investissement durable et notamment les plans de retraite durables. Rémi Weber, le président du directoire de la Banque Postale. Avec vous, messieurs, dames, nous sommes armés pour y voir plus clair sur cette relation étroite et complexe entre épargne et confiance. Et je propose que ce soit Guillaume Cadiou qui démarre. Alors Guillaume, un peu même question, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut regarder le niveau d'épargne? Est-ce qu'il faut regarder la composition de l'épargne? Et puis est-ce qu'il y a une rationalité qu'on peut dégager quand même de tous ces comportements d'épargne? Merci beaucoup. Je partage assez largement le constat de Jean-Paul, parce que le niveau d'épargne est... Le micro? Prêtez votre micro. Bon, merci. Allô, vous m'entendez? Donc je partage assez largement le constat de Jean-Paul. Je pense que la question intéressante, c'est vraiment la structure de l'épargne. Il faut renverser un petit peu la question en se demandant, mais quelles sont les mesures incitatives que nous devons prendre pour donner la confiance et inciter à une épargne vertueuse pour notre économie. C'est un peu, dis-moi comment tu épargnes, je te dirai qui tu es. Alors, j'ai envie de partir de trois constats. Le premier constat, c'est que la confiance, c'est quand même très dur à mesurer. C'est un concept bien fragile. Alors, on a pas mal de baromètres européens. Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps d'un cabinet de conseil en communication qui s'appelle Edelman. Donc, il dit trois choses. Il dit, un, c'est plutôt pessimisme. Donc, on a un pessimisme ambiant. Deux, il y a une défiance grandissante à l'égard des institutions. Et ça, c'est le reflet de la crise économique d'il y a 10 ans. C'est la peur du chômage, c'est la peur de la technologie, des ruptures que ça peut entraîner sur l'emploi. Et trois, sans surprise, il y a un écart grandissant entre les gens les mieux informés, sont ceux qui ont la chance d'avoir un diplôme, d'avoir fait des études, et les autres. Donc, une fois qu'on a dit ça, forcément, il y a de l'épargne de précaution qui va se créer. Mais bon, ça, c'est au niveau macro. Et comme l'a bien dit Jean-Paul, il y a des statistiques européennes. Ça varie entre 5 et 15% selon les pays. Quand il y a une crise, ça augmente un peu, mais c'est relativement stable. Au niveau micro, il y a de fortes disparités. Il y a une statistique de l'INSEE que j'ai croisée il n'y a pas longtemps qui m'a frappé, qui est assez évidente, mais c'est que les 20%, les ménages les plus pauvres en France, n'épargnent que 7% de leurs revenus. C'est 4 fois plus pour les ménages les plus riches. Et cette épargne, quand elle se constitue, elle a tendance à aller sur des actifs sans risque et à ne pas vraiment privilégier les actions des entreprises, parce que l'investissement direct en actions en Europe est inférieur à 9% dans la part de la fortune des ménages. Troisième constat que j'ai envie de faire, c'est les taux bas et l'abondance de liquidités. Il faut sacrément avoir la foi aujourd'hui pour épargner et aller chercher du rendement. Donc là, il en faut de la confiance. C'est inédit. Ça fait des années qu'on a des taux aussi bas. À un moment, en fin d'année dernière, on a cru que ça allait remonter et patatras, tout est retombé. Et ça a l'air de durer. On réfléchit à de nouveaux programmes de quantitative easing, parfois ciblés sur quelques priorités comme le développement durable. Cette idée commence à traîner dans les esprits. Donc, quand on veut du rendement, maintenant, il faut prendre beaucoup de risques. Deux illustrations. La montée des fonds de private equity
il y a 2000 milliards d'argent non investis dans ces fonds. Donc ceux qui investissent en actions de plus en plus vont vers ces véhicules pour un espoir de rendement plus élevé et surtout une moindre volatilité pendant la période d'investissement. GIC, un grand fonds singapourien, a annoncé récemment qu'il allait fortement augmenter la part des fonds de private equity. Deuxième truc assez rigolo qui se passe en ce moment, c'est le prix de l'or. Donc là, Harpagon, le plus bel épargnant de France, serait ravi. Le prix de l'or a explosé et il est corrélé avec celui des actions, ce qui est assez inédit. Donc c'est vraiment la valeur de refuge par excellence, qui ne donne aucun rendement. Donc dans ce contexte, comme le suggère Jean-Paul, il faut retourner la question. C'est quelle confiance pour quelle épargne intéressante pour l'économie. En fait, on a besoin d'une économie qui donne un peu de rendement aux épargnants, bien sûr, et qui finance l'économie et crée de la richesse. Bon, ça, c'est assez évident de le dire comme ça. Alors, les défis collectifs, il y en a plein. Il y a le réchauffement climatique, il y a le vieillissement de la population, il y a la pauvreté dans certaines zones. Et je crois que dans ce contexte, vu ces enjeux, le financement traditionnel, qui est beaucoup lié à la transformation bancaire en France, qui est lié à l'assurance vie, avec des obligations. C'est très bien pour une économie de rattrapage. C'est une idée que a défendue Philippe Aghion il n'y a pas très longtemps. Mais c'est peut-être pas suffisant pour une économie liée à l'innovation. Il faut peut-être un peu plus de fonds propres, cotés, non cotés. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, il y a peut-être quelque chose à faire du côté des intermédiaires financiers, les banques, les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont des personnes ou des institutions clés dans la pédagogie de l'épargnant. Vous avez tous une banque. Quand on va voir une banque, aujourd'hui, on vous parle de fiscalité et on vous parle de la contrainte réglementaire pour des raisons de transparence, de précaution, d'information. Alors, c'est pavé de bonnes intentions. Mais imaginez que vous rentriez dans un restaurant et que le maître d'hôtel vous alpague à l'entrée et vous dise vous vous parlez un peu des conditions sanitaires de la cuisine, on va vous parler de la façon dont le chef s'est lavé les mains, dont il a préparé les repas. C'est pas la meilleure chose pour vous mettre en appétit. C'est un peu ce que font les banques aujourd'hui. Deuxième idée, c'est l'ESG. L'ESG, l'environnement, le social, la gouvernance. Il y a 10 ans, on commençait à en parler. Aujourd'hui, c'est un passage obligé pour tous les investisseurs, et c'est très bien. Ça permet de définir pour les entreprises des critères de performance que je dirais pluriels. Ce n'est pas que le profit c'est important, bien sûr, mais il y a autre chose. Et ça permet quand même de créer une bulle, un cycle assez vertueux, et ça force les gens à se préoccuper de ces sujets et ça a une action positive. Troisième idée, il y aura forcément un peu de technologie. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, et je crois que dans le panel, vous avez des gens bien plus compétents que moi, mais il va se passer des choses avec le crowdfunding, avec la blockchain, qui sont en train de tuer plusieurs chaînes de désintermédiation, qui permettent de peut-être mieux allouer la volonté d'épargne avec des projets qui peuvent faire sens. Donc cette technologie, elle existe depuis une dizaine d'années et on commence à peine à en voir tous les bénéfices. Il y a d'autres idées. Il y a un économiste que j'aime bien, qui se spécialise dans la finance, qui s'appelle Andrew Lo, qui a suggéré d'utiliser la titrisation. Alors titrisation, je sais que depuis 2008, c'est un gros mot, mais la titrisation pour financer la lutte contre le cancer. Il dit plutôt que de mettre ses billes dans une molécule dont on ne sait pas si elle va donner les effets escomptés, on prend un portefeuille de molécules qui peuvent, pour certaines, avoir des effets bénéfiques pour les malades, pour d'autres, rien du tout. Et via la titrisation, on partage le risque et on améliore la lutte contre le cancer. Redites un mot, Guillaume, de la titrisation, cette idée de découper... En gros, on prend plusieurs risques. Voilà. Donc on va prendre plusieurs molécules qu'on est en train de tester et on les met dans un portefeuille et derrière, on demande à des gens d'acheter des titres financiers qui vont être assis sur la performance de ces molécules. Donc s'il y en a une qui ne marche pas, d'autres peuvent prendre la relève. Donc on a plus de chances de gagner, même si le gain sera forcément plus faible que si une molécule fonctionnait. Enfin, dernière idée, c'est l'État. Alors l'État, bien évidemment, il a un rôle crucial, c'est la fiscalité, c'est la réglementation, c'est même parfois l'investissement direct. En France, par exemple, l'État pourrait s'investir plus, et il y réfléchit, je sais, sur le late stage. C'est qu'on arrive beaucoup bien à financer des jeunes startups, mais quand elles grossissent,
souvent elles sont obligées de se vendre à des fonds étrangers parce qu'elles n'ont plus le financement qui permet d'aller sortir les quelques 50-100 millions pour l'accompagner vers le milliard en valorisation les licornes. Alors, je mettrai un bémol là-dessus. L'État ne peut pas tout. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase. Pourquoi ferait-il mieux dans l'investissement que le secteur privé ? Et surtout en matière fiscale, notamment, la stabilité a ses vertus. Et je pense qu'il vaut mieux procéder par petites touches. Le gradualisme en matière fiscale réglementaire a aussi beaucoup de vertus. Il faut avancer à tâtons, avec conviction. Le monde est complexe, les solutions le sont tout autant. Et je pense que c'est comme ça, en ayant en tête cette pédagogie de la nuance, cette pédagogie de la mesure, qu'on arrivera à avoir le meilleur bénéfice de l'action gouvernementale. Voilà. Merci Guillaume Cadiou. Alors vous avez bien fait le lien entre la composition de l'épargne et la confiance, mais il y a aussi, alors on épargne a priori pour préparer un avenir, etc. Mais un élément déterminant de plus en plus de la relation entre épargne et confiance, c'est pendant qu'on épargne, qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on épargne et comment cet argent va travailler. Et c'est vrai que la finalité de l'épargne, c'est-à-dire à quoi sert mon épargne, ça peut être aussi peut-être un facteur de rétablissement de la confiance entre, justement, de rétablissement de la confiance dans l'épargne. Émile, dont je ne reprononcerai pas le nom une deuxième fois, vous l'avez entendu. Émile, cofondateur de la FinTech Matter. Vous êtes plutôt spécialisé dans l'investissement durable. Racontez-nous un petit peu ce lien qui se tisse finalement entre l'épargne et à quoi sert cette épargne et cet objectif de la transition, notamment environnementale. Thank you very much. I'm sorry, je ne parle pas français at all. Apologies for that. So for those that don't understand me, I think we have some extra translators up here. Feel free to come down and get one. Yeah, thank you very much for the introduction, Emmanuel. As said, I am a part of a fintech company. We specialize in sustainable investing. So that means we do two things. We offer a sustainable pension product in Denmark, and we build software for asset managers and the financial industry to evaluate the sustainability of their investments. So I come with sort of an outside perspective to the discussion of savings in France, but wanted to start by sharing a few observations from Denmark that can also serve as an example or as a way to understand how we might be able to increase savings rates and make savings more productive. So as I see it, we have two main questions right now we're discussing. The thing is, why do people save up? Is it an indicator of trust? And secondly, how do we make savings more productive for the economy? And I don't think personally that savings, I agree that when we look at transitions over time in economies and we go through crises, we see increases in savings rates. And particularly the liquid form of savings. And that's absolutely, of course, a product of the crises emerging. But if we look at the general savings rates, I think there's so much more to why people save up than just sort of a rational understanding of risk or perception of risk ahead of them. Particularly, I think there are two things we should look towards. One of them is the more institutionalized or institutional explanation of where savings comes from. So a country like Denmark, we have some of the highest savings rates as well in the world and some of the highest individual debt, which is a weird conundrum, but that's because of the way our institutions have grown over time. So if you look at it from a historical institutional perspective, we have built a pension sector where we have... Yeah, it's fine. I think I'm getting a bit of air into it. Okay. We have a pension sector with some of the highest personal pension savings in the world. In fact, we save up roughly 80,000 euro per Dane in pension. Any Dane, that's the average. Many Danish people have more than 200, 300,000 euro when they retire. That even goes for nurses or school teachers. So very high savings rates in pension.
Now we also have some of the highest individual debt because we use our pension savings to lend the same money out to ourselves again via mortgages. So the pension funds issue mortgage bonds that we use to finance our real estate. Now, that's just an observation of how savings in Denmark have become less liquid, and more of the savings is actually placed in more illiquid assets, meaning in pension funds that are where you can lock up assets for 30, 40 years. And from an institutional perspective, explains a lot of the savings in Denmark. People aren't saving up for pension because they fear or believe in a future crisis. They're saving up because they have to. It's a law. Some of it is organized between the institutions in the labor market, and some of it is also what you would call a discursive institution, which is parents telling their kids, remember pension. So now that drives, this kind of behavior is driven by a lot of other things than rational understandings of risk. And I think that's a very important place to look. A second way of understanding why people save up and why we save is more from the phenomenological point of view. So the social phenomenon of saving, why do we actually save? And there's some really interesting research being done by American economists that has been conceptualized under the term save more tomorrow. I don't know if anyone is familiar with that in here, but that's basically trying to fix the problem that people today are not willing to give away current utility to get more utility tomorrow. It's best exemplified with this horrible example you can find on the internet, with kids being presented with a marshmallow, and then they're told that, you know, if you don't eat it, you'll get 2 marshmallows in an hour. And then they record the kids, and you see the kids, they're just sitting like this, they're smelling it, they're looking at it, some of them are like licking it, but they're not eating it. And some kids straight up just eat the marshmallow. And that's a good comment on general human behavior, that when we believe that we can rationalize our way out of explaining why we save, we sort of hit a wall of understanding, which is people aren't making very rational, deliberate decisions around this. A lot of it is embedded in a social phenomenon, in the value of what it means to feel responsible for yourself, for your children, for your family, and that drives a lot of the explanations for why we save up as well. But if we have to look at it from a policy point of view, I think there's something we can learn from the Danish perspective. Absolutely not. You shouldn't just learn everything from what we're doing in Denmark. But there is some inspiration to be drawn, which is a high degree of institutionalization of something like saving. Particularly if we do understand that people are not rational enough to save up enough for tomorrow, today, why not try to drag that decision out of the individual responsibility and institutionalize it, either via hard institutions, so law, or via voluntary commitments between the parties in the labor market. So for example, unions making pension savings a bigger part of the collective agreements than it is today. And I think there's something really interesting about the Danish system, which is we have basically taken the liquidity that you would otherwise have out of the market, put it into pension funds, and locked it up in mortgages. So the value of a lot of the Danish savings is now locked up in the institutions. And that in of itself comes with a lot of promises, a lot of possibilities, but it also leads to an increased responsibility for the institutional investors. Because in the current system we have in the market, the global capitalistic system, an institutional investor carries a lot of risk and also a lot of responsibility for how the world develops. So 40 to 50% of all the world's liquidly traded assets are owned by mutual funds, pension savings, retirement savings, and life insurance savings. That's almost half of what is being traded at the global stock exchanges. So the people in charge of deciding what our savings for the future is invested in a model like the Danish, in a model where we try to make incentives to get the decision of savings out of the individual and into the institutions, there's something we have to be very aware of. Because I'd like to ask just one question in here and ask for a raise of hands. How many of you in here are actively investing in the extraction of more fossil fuels? Just a raise of hands. None? Maybe one? How many of you have a pension saving? Yeah? How many have a bank account or some saving product in a bank? Yeah. And sadly, everyone else who raised their hand, most likely you're also investing in the extraction of fossil fuels, the production of weapons, tobacco, etc. Because that's how institutional investors act today. I completely agree, Guillaume, that ESG is on the rise. The evaluation of
of investments based on social, economic, environmental, and governance criteria. But today there are 5 to 7 times as much CO2 underground that is currently noted on the world's stock exchanges compared to what we can actually extract and emit under the Paris Agreement. So that means when we've institutionalized savings, we've taken it away from what we ourselves would do with our money and we've given it to institutional investors. We need to start looking much more at what that money is actually doing and what future it's building. And today, most institutional investors across Europe are investing at a target between 3 to 7 degree temperature increases. Now, if I asked you for a raise of hands again, I think very few people in here would say, I'd like to back that scenario. I want to invest in that world. But that is the reality today. So we need to come up with some kind of system for if we want to increase investments and we want to institutionalize it, if we want to put frameworks and structures down around how we invest our money, how we save up, and take this out of the decision of the individual and place it with institutions, we need to start looking much, much more closely to what they're doing. And sadly, we're not doing that today. So the institutional investors around the world are allocating capital to a future we can't live in. And just as a final note, I think it's a paradox that's also very interesting from a philosophical point of view. Because saving for the future is what defines a lot of human development. Being able to extract something today, set it aside, and not consume it. Wait for a rainy day, as you're saying, Jean-Paul. But today, saving up is at times, it's almost, you're basically saving up for a future you can't live in. If you're saving up and your pension fund is investing that money in the extraction of more fossil fuels, the act of saving won't necessarily make you better off. And that's a conundrum we have to deal with. Thank you. Merci beaucoup, Émile. Alors, Rémi Weber, si je me résume, on épargne beaucoup parce qu'on veut donner du sens à son épargne, et en même temps, cette épargne, dans un univers de taux d'intérêt quasiment nul, elle rapporte pas forcément grand-chose. Alors, est-ce que les bons sentiments, ça remplace la rémunération, et vous qui êtes à la tête d'un réseau gigantesque d'épargnants, qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi comment vous les percevez, les Français, leur rapport à l'épargne? Vous êtes quand même aux avant-postes, vous, pour observer tout ça. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Mon cher Emmanuel, je suis également professeur à l'école de mes clients. Et donc, pour ne pas parler de la même manière, Jean-Paul a déjà tout présenté, Guillaume en a rajouté, et Émile finit par le reste. Donc, je vais parler pour leur compte. Je vais essayer, en tout cas. Pour eux, l'épargne, au fond, c'est 2 fonctions majeures. D'abord, le lissage des effets, des aléas qu'ils ont à subir sur leurs revenus. Et ensuite, évidemment, le financement des investissements. On a vu dans la période tout à fait récente que la hausse du pouvoir d'achat est allée presque essentiellement vers l'épargne, extrêmement peu vers la consommation. Et c'est vrai encore maintenant, parce que je le constate tous les jours, on est toujours encore dans plus de pouvoir d'achat, hop, on va vers l'épargne, et on va vers une épargne de précaution. Alors, doit-on y voir une marque de confiance de la part des Français? Évidemment non, Jean-Paul. C'est une marque de défiance. C'est une marque de défiance. Les gens ont peur de ce qu'ils voient être leur long terme. L'épargne des Français est donc dans cette logique extrêmement sécuritaire, et très très largement. Et elle n'optimise donc pas les actifs. Elle va d'abord vers l'épargne liquide. Là, évidemment, nous avons, Emmanuel, une clientèle très importante qui va massivement vers l'épargne liquide. Évidemment, vers l'immobilier, on l'oublie, résidence principale, et aussi évidemment vers évidemment l'assurance vie en euros, donc garantie. De telle sorte qu'on soit complètement dans cette logique de dire, que ce soit d'ailleurs en période de taux très bas, mais c'était déjà vrai quand les taux l'étaient moins. Et c'est vrai, quel que soit le niveau de revenu, malgré tout, l'épargne de précaution, elle est toujours prégnante. Et c'est également vrai, quels que soient les âges. Un ménage de 30 ans a à peu près les mêmes réflexes d'épargne qu'un ménage de 60 ans.
D'abord la prudence. Je vais prendre un exemple pour essayer de, peut-être de façon un peu paradoxale, de montrer à quel point c'est ancré dans le mental des femmes et des hommes de notre pays. Je vais prendre l'exemple qui est dans le cadre de notre mission d'accessibilité bancaire. Et je vais prendre les exclus du système, qui ont très peu, et qui vivent avec l'outil du livret A pour pouvoir gérer leurs moyens de paiement, parce qu'ils n'ont pas réellement un compte bancaire. Eh bien, certains d'entre eux, ils sont plus d'1,5 million, ce qui fait 5 millions de personnes dans notre pays. Le jour de prestation sociale, le matin, ils viennent retirer 11 €, et le soir, ils en déposent 3. C'est le début de l'épargne de précaution. La précaution d'épargner un peu pour l'aléa du lendemain. Et ce raisonnement-là, ce réflexe-là, vous l'avez dans tous les segments de clientèle que nous avons. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. On dit souvent que les banquiers, les excellents banquiers, sont frileux. C'est les Françaises et les Français qui sont d'abord frileux. Si on... Rémi, j'ai une petite question quand même, Oui, mais à laquelle vous pouvez tous répondre. Comment expliquer quand même ce qui paraît assez mystérieux, c'est qu'on est à la fois le pays dans lequel l'épargne est la plus élevée, on a un pays qui épargne énormément, Oui. et dans lequel le risque d'accidents sociaux est le plus faible. C'est-à-dire que quand vous regardez les filets de protection, les minima sociaux, le risque, l'accident social, le risque même de licenciement qui est plus faible qu'ailleurs, objectivement, aujourd'hui, quand vous êtes en CDI. Comment expliquer que malgré cette sécurité sociale au sens large, les Français épargnent beaucoup? Est-ce que c'est culturel? Mon cher Emmanuel, vous êtes un être rationnel. C'est un problème quand on veut comprendre les comportements de l'épargnant. Et jugez-en, si on regarde l'évolution de l'épargne sur les 2 dernières années, c'est d'abord l'épargne réglementée en France qui a connu le plus fort développement. 2 fois plus que l'assurance vie même. Pourtant, l'assurance vie a continué de progresser très fortement. Et on voit bien que cette tendance de croissance de 3% environ sur les encours, elle est vraie sur tous les segments de clientèle. Alors elle est plus forte sur les clientèles plus fragiles, mais elle est vraie sur tous les segments de clientèle. C'est cette peur de manquer. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est cette peur de manquer, elle n'est pas juste sur quelques populations, elle est largement répandue. Il y a également toute la problématique démographique et le lien avec l'allongement de la durée de la vie. Et c'est là où je voudrais parler de l'épargne de précaution pour le long terme. Et là, immédiatement, on va vers ce qui est une espèce de préférence, une sécurité perçue pour l'immobilier. Et au fond, ce qui est vrai pour des zones tendues, où vous avez des valorisations qui augmentent très régulièrement et qui créent de la valeur, de plus en plus sur une partie de notre territoire, dans des petites, moyennes villes, dans des centres-villes, eh bien, les valorisations stagnent, voire baissent. Et ça, c'est quand même une réalité. Mais même dans ces zones, tout notre dispositif et notre culture nous poussent les Français vers leur inclination naturelle à être propriétaires de leur résidence. Est-ce que c'est le meilleur devoir de conseil à certains endroits? Peut-être pas. Quand vous êtes une personne âgée et que vous êtes à un moment où vous espérez, avec la vente de votre bien immobilier, vous mettre à l'abri dans un endroit quelconque, dans une résidence médicalisée ou autre, d'un seul coup, vous vous rendez compte que ce bien ne vaut plus du tout ce que vous imaginiez, et parfois qu'il n'est même pas vendable à certains endroits. Là, il y a une responsabilité de l'écosystème sur, finalement, cette épargne longue qu'on croit être une grande protection. Vous voyez bien que c'est assez désolant de constater ça, et il n'arrive que nous le constations. C'est tout le sens du devoir de conseil dont tu as parlé, Guillaume, qui est évidemment très important et qui met au premier plan, plus que les robots advisors, plus que les algorithmes, la réalité d'une compréhension et d'un dialogue humain avec les conseillers, et chez nous, ils sont excellents. C'est quelque chose de tout à fait important. On joue sa vie sur la manière dont on structure son épargne. Je voudrais enfin, sur cette partie-là, parler de la problématique de la fiscalité.
parce qu'au fond, on a vu la nécessité, par le devoir de conseil, d'une compréhension des produits, pas trop faire du risqué pour ceux qui ne doivent pas en faire un peu plus pour ceux qui doivent le faire. Pas facile, le devoir de conseil. Mais enfin, la confiance se gagne également par l'adaptabilité, la souplesse dans un environnement de plus en plus incertain. C'est le sens de tous les dispositifs qui ont été modifiés et pour rendre les produits long terme plus attractifs. Là, on est dans la partie épargne, outils d'investissement. Ces nouvelles règles du jeu de l'épargne doivent apporter un surcroît de confiance. En réalité, qu'est-ce qui fait bouger les lignes dans ces cas-là? Je dois dire que ce n'est pas vraiment d'abord la confiance, c'est d'abord l'impact fiscal. Et donc la fiscalité, de ce point de vue-là, est absolument essentielle, puisqu'elle permet, le cas échéant, de faire bouger les structures de l'épargne, pour aller vers des placements risqués qui, aujourd'hui, jusqu'ici, n'ont pas connu de fiscalité favorable. C'est en train de changer. Prenez par exemple le plan d'épargne retraite individuelle, le PERIN, qui est mis en place dans la loi Pacte. Eh bien, le PERIN, il dépendra très précisément dans sa réussite du dosage fiscal dans les ordonnances que nous attendons pour savoir si on bascule de l'assurance vie vers ce plan d'épargne retraite, qui est très bien, qui est simplifié, qui est plus souple, etc. Mais s'il n'y a pas le cliquet fiscal, vous verrez que ce sera un nouveau très bon produit qui aura finalement un volume à la fin des fins qui ne sera pas s'ils ne sont pas les 400 milliards attendus. Donc vous voyez que tout ça est quand même extrêmement lié. Autre point évidemment tout à fait clé, c'est la réglementation. Alors ça, j'en parle à chaque fois, tous les ans, je reviens là-dessus, et l'excès de réglementation. Parce que là, vraiment, on est au cœur du sujet, franchement. Alors évidemment, il fallait que les banques soient régulées beaucoup plus, il fallait qu'on soit à l'abri des risques systémiques, nous avons des éminences pour nous en parler. Il y a plein de choses à faire dans cet esprit-là. Avoir une meilleure connaissance, une meilleure prévention, une maîtrise des risques, tout ça est vrai. Mais au fond, il y a un moment où il y a de l'excès. Or, qu'est-ce que ça fait en matière d'épargne pour aller vers des classes d'actifs qui sont des classes d'actifs à long terme illiquides? Ça fait tout simplement que dans le bilan des banques, il faut mettre beaucoup de fonds propres pour aller d'une classe d'actifs vers l'autre. Et ça, c'est quand même une décision. Donc vous pouvez avoir d'un côté cette situation paradoxale où la réglementation prudentielle est peu cohérente avec les incitations fiscales pour les ménages au financement d'actifs longs et risqués. Et nous, on est là, si on doit y aller, il faut y mettre beaucoup plus de fonds propres, puisque pour transformer l'épargne, eh bien, il faut que ce soit quelque chose de favorable. Or, en fait, tout est fait pour que nous mettions l'épargne longue dans du souverain et pas dans les actifs risqués sur les entreprises. Donc je voudrais insister sur ce point-là. Vous me dites stop, vous avez tort, parce que je vais terminer par ce qui me paraît le vrai point de confiance. Et je rejoins notre ami Émile sur ce point-là. Le vrai point de confiance, c'est donner du sens à notre épargne. De quoi notre épargne est-elle faite? À quoi sert-elle? Et là, on rentre dans quelque chose qui passe de l'intérêt individuel qui rejoint la préoccupation collective. On l'a vu par exemple sur l'épargne salariale, avec un mouvement très fort vers l'ISR. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement extrêmement fort, puisque plus de 50% de l'épargne salariale a été mise en mouvement, avec notamment l'ensemble des fonds solidaires. Les dimensions de solidarité, de citoyenneté, de durabilité des activités économiques, de préservation de l'environnement deviennent absolument déterminants. Il faut du sens. Nos concitoyens demandent du sens. Nos enfants nous interdisent de ne pas donner du sens. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai partout ailleurs dans le monde. Dans ce contexte-là, la Banque Postale, elle est une banque citoyenne. Et au fond, elle cherche à être un acteur majeur de la finance responsable. Nous sommes banque et filiales, toutes nos filiales, en neutralité carbone. Nous avons un plan absolument radical sur le charbon. Nous avons décidé il y a 2 ans de faire en sorte que notre filiale, notre groupe d'asset management, soit entièrement ISR fin 2020. Je crois que c'est peut-être la première entité d'asset management
pardonnez-moi d'être un peu prétentieux, au monde. Puisqu'il ne s'agit pas là de rendre ISR 2 ou 3 fonds dans un ensemble de fonds, dans une grande entité. Il s'agit de dire de façon délibérée, fin 2020, chez moi, quand tu prends les produits de la Banque Postale, eh bien, ils seront à 100% ISR. Nous sommes à 57% de notre stock. C'est fini, Rémi. C'est fini, je vous remercie, parce que dans cet investissement long terme, il y a la foi en l'avenir, et c'est ça qui fait la confiance dont nous avons besoin. D'accord. Alors attendez, on va passer la parole. On va passer la parole à Neza Hayat. J'avais quand même 2 questions, c'est-à-dire que, honnêtement... C'est fini, Emmanuel. Non, mais tout ça, c'est bien gentil, mais est-ce que c'est pas est-ce que finalement, quand dans 10 ans, vos clients, ils viendront vous voir et qu'ils se rendront compte que parce que l'univers fait que les placements sont pas rémunérateurs, ils arriveront, on n'a pas grand-chose, et puis, en fait, ce sera l'autre consolation. Vous leur direz, ah bah ouais, mais attendez, vous avez investi pour la planète, c'est bien. Bah oui, mais moi, ça me fera une belle jambe, au final. Et puis, deuxième question, est-ce que la spécificité française, j'entends sur l'importance de l'incitation, de la fiscalité et de la réglementation, etc. Mais est-ce que le fait même qu'il y ait cette spécificité française qui est l'instabilité fiscale permanente ne finit pas par détruire le sens de chaque mesure fiscale? C'est-à-dire que est-ce que la première des priorités, quand vous avez notamment par exemple des gens, attends, je me mets à la place des gens qui veulent investir dans l'immobilier locatif, mais attendez, mais il faut être dingue. C'est-à-dire, les règles changent tout le temps. Comment vous pouvez, quelle que soit la nature de la mesure qui est annoncée, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça change tellement tout le temps que la mesure même qui est annoncée ne prend même plus, parce que vous n'y croyez même plus, parce que vous dites, mais ce sera quoi la prochaine? Guillaume Cadieux. Vous prêchez un convaincu. Comme je le disais, je crois que la vertu en matière de fiscalité, c'est quand même la stabilité et de modifier les choses par petites touches et effectivement de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Et l'exemple de l'immobilier est un bon exemple. Donc, Rémi, vous me rassurez, l'investissement responsable, ça peut rapporter quand même un peu. Emmanuel, vous devriez être client chez moi, vous verrez. C'est pas mal. Est-ce que je dis à tout le monde que je le suis? Oui, je le suis en plus. Je le suis. Voilà. Alors, Neza Hayat, on est très curieux de vous entendre parce que là, on a évoqué des problématiques qui sont des problématiques de pays très riches, très développés. Vous êtes dans un pays émergent, dynamique, qui décolle. Est-ce que la problématique épargne, confiance est la même finalement? Vous, c'est quoi le rapport des Marocains à l'épargne? C'est quoi vos grands sujets? Est-ce que beaucoup d'épargne, c'est bien ou pas pour l'économie? C'est le signe de quoi? C'est quoi les produits que les Marocains, dont les Marocains disposent pour épargner aujourd'hui? Comment ça s'insère finalement cette question par rapport à vous, votre pays? Merci. Donc, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis là en tant que régulateur des marchés de capitaux du Maroc. La première mission de l'autorité marocaine du marché des capitaux est la protection de l'épargne investie en instruments financiers. Et par là, donc, le rôle aussi de cette autorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes très clairs. Près du micro, les amis. Mais pas trop. Mais pas trop, d'accord. Ouais. Il faut qu'il y ait un environnement qui puisse inspirer donc confiance, et j'y reviendrai, aux investisseurs et aux épargnants qui connaissent et qui ont une épargne financière. Et c'est là où, même si on le verra, je vous écoutais et en me rendant compte qu'en fait le comportement des investisseurs et des épargnants lorsqu'ils sont face à leur épargne longue et à peu près répond aux mêmes critères et aux mêmes interrogations. Ceci étant, aujourd'hui, je suis une autorité du marché des capitaux dans un pays où il y a encore des sujets d'inclusion financière. Quelques chiffres, peut-être pour illustrer mes propos. Seuls 29%, selon une étude récente qui a été menée dans le cadre de notre comité national de stratégie d'inclusion financière, seuls 29% des adultes disposent d'un compte bancaire.
Et encore, c'est parce qu'on a été aidé par, justement, on fait le lien, la création de la Banque Postale il y a 10 ans. Les chiffres auraient été moins bons. Donc on a déjà commencé par faire en sorte que les Marocains puissent disposer donc des services bancaires de base. Avant, ceci dit, cela ne signifie pas que ceux qui ne disposent pas d'un compte bancaire n'ont pas d'épargne. Et c'est là où c'est assez... puisque c'est d'ordre culturel, il y a de l'économie informelle, comme dans beaucoup d'autres pays, mais il y a aussi des comportements qui sont d'ordre culturel. Il y a des gens qui préfèrent disposer de leur argent chez eux. Encore, pourtant, nous sommes dans le cadre aussi, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour essayer de réduire l'utilisation des billets de banque. Mais on est encore un pays où on peut payer encore en argent liquide. Il y a également, par rapport à au compte bancaire, quand on voit même parmi les gens qui ont des comptes bancaires, seuls 3% sans dette prennent un crédit bancaire. Certains, même disposant d'un compte bancaire, préfèrent s'endetter auprès de la famille, même pour acheter leur logement. Donc il y a d'une part des comportements culturels, il y a d'autre part des comportements liés aussi au niveau économique et social et d'une partie de la population, il ne faut pas s'en cacher. Donc un certain nombre de mesures sont menées aussi pour développer l'économie, pour développer des investissements, et c'est là où on a cruellement besoin de l'épargne langue. Aujourd'hui, les marchés des capitaux contribuent à moins de 10% au financement des investissements, et c'est peu. Et donc, nous devons agir également dans ce sens. Ce qui est également important à souligner, nous avons 70% de la population qui a moins de 30 ans, et nous devons d'accompagner la création d'emplois. Qui dit à création d'emplois dit financement, donc aussi meilleur accès au financement pour les PME, pour les TPE, mais également pour les fameuses start-up. Donc on a d'un côté des fonds qui sont mis en place par le gouvernement pour accompagner certaines des start-up, mais également pour financer aussi le développement des PME. Nous allons bientôt, dans le cadre donc des évolutions législatives, donc pouvoir agréer des plateformes de crowdfunding, mais là on fait face à de nouveaux risques et donc le nouveau risque lié à l'innovation, mais on est obligé d'y aller quand même et d'accompagner ce mouvement. Donc, dans ce cadre-là, quel est le rôle donc, de l'autorité des marchés de capitaux pour inciter d'abord les épargnants, ceux qui ont déjà une épargne financière, à ne pas la laisser dans les dépôts bancaires. Aujourd'hui, plus de 80% de cette épargne est dans des comptes bancaires, rémunérés ou non, donc somme toute assez liquides, et vont moins vers les OPCVM ou vers la bourse. Donc il a fallu d'abord, et c'était plus important, et c'est une stratégie que nous avons menée à l'autorité des marchés, mais avec tout l'écosystème pour essayer de comprendre, donc depuis 3 ans, comment on pouvait développer ces marchés financiers, mais pour qu'ils contribuent au financement de l'économie et qu'ils puissent contribuer à donner des opportunités d'épargne pour les épargnants. Donc dans ce cadre-là, nous avons d'abord travaillé sur tout ce qui était de nature à améliorer la transparence, l'information donc aux émetteurs. On a également, d'ailleurs, on a publié très récemment une nouvelle circulaire qui régit donc l'appel public à l'épargne et toute l'information
qui doit être apporté donc, par les sociétés, en mettant aussi de nouvelles obligations. Aujourd'hui, toutes les sociétés faisant appel public à l'épargne, donc cotées, mais également celles qui émettent des obligations, devront publier un rapport ESG. On y est, en fait, depuis quelques années. On s'est intéressé donc au développement, au financement par les marchés des projets sustainable, enfin, des projets verts, à impact climatique, mais aussi de développement durable. D'abord parce que c'est une stratégie nationale qui est celle de produire, d'être moins dépendant donc d'énergie que nous importons, donc des hydrocarbures, et de pouvoir donc financer tous les projets, que ce soit d'énergie solaire, éolienne et autres. Et depuis la COP22, nous avons au niveau donc, du secteur financier mené un certain nombre de campagnes et pris des mesures pour promouvoir le financement de ces projets-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le marché des capitaux marocain est le deuxième en Afrique en nombre donc, d'émissions de green et même social bonds donc, en Afrique. Donc il a fallu également travailler sur l'information, sur la qualité de l'information, mais travailler aussi sur l'adéquation de la bourse des valeurs, de notre marché des capitaux, à la réalité de l'économie. Les investissements viennent d'où? Viennent d'abord des projets publics, souvent en partenariat public-privé, et des PME, des entreprises familiales. Et donc il fallait adapter notre bourse et les règles pour financer ces projets-là. Donc une réforme de la bourse permet aujourd'hui de créer un marché alternatif qui sera dédié aux PME, où les conditions donc, d'entrée à la bourse seront plus allégées, un peu comme ce qu'on voit, on n'a rien inventé, hein, comme ce qu'on voit chez vous en Europe. Mais on innove en créant un compartiment réservé aux investisseurs qualifiés pour pouvoir financer des projets plus risqués à long terme, comme des projets d'infrastructure. Donc tout ça sont des grandes, disons, des grandes orientations, des grandes actions que nous avons prises, mais comment est-ce qu'elles touchent finalement celui qui a investi en bourse lorsqu'il y a eu quelques opérations de privatisation, quand il pensait que ça ne pouvait qu'augmenter, et quand ça commençait à baisser, il s'est rétracté, et donc qui n'a pas la culture pour aussi faire face à ce type d'investissement, ou qui croit plus dans la terre ou dans le foncier. Donc comment Lesa, il vous reste une petite minute. Oui, d'accord. Je vais faire une... Très vite. Donc comment pouvoir parler à ces gens-là, par aussi, dans le cadre de toutes ces actions, quelques actions phares sur lesquelles nous avons choisi de communiquer. Alors il y a ce qui est toujours extrêmement populaire dans les mesures que nous avons prises, par exemple, et qui est très suivie, c'est la publication des sanctions. Dès lors que les gens sont ravis d'aller chercher pour s'assurer que tous les intervenants sont bien contrôlés. Il y a eu, j'ai entendu parler, c'est Rémi qui en parlait, des conseillers. Aujourd'hui, nous créons les conseillers en investissement financier, c'est donc des conseillers en dehors même du système bancaire. Donc ça, c'est une mesure qui aussi interpelle. Mais ce qui a vraiment beaucoup été suivi, c'est l'habilitation de tous les professionnels, notamment les conseillers, qui désormais, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays, auront donc des cartes d'habilitation. Donc, il m'aurait fallu peut-être une demi-heure. Je pensais pouvoir tout dire en 5 minutes, mais voilà. Un peu, j'ai voulu vous montrer un peu comment est-ce qu'un régulateur pouvait intervenir à différents niveaux. Eh bien, c'était parfait.
Allez, vos questions. Monsieur. Un micro? Pardon. Sans micro, alors allez-y. Le micro, il est là. Il arrive. Bonjour, Joël Nadjar, cabinet Wavestone. J'ai bien compris le sens qu'il faut donner à l'épargne. Sens, transparence, je pense que c'est important. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui être beaucoup plus transparent? Est-ce que c'est une question de marketing? Est-ce que c'est une question d'outils? I'll try to answer in English and quickly. I think we're running out of time. So we actually do that in my company, and it's fairly simple. The technology is there today. So a person who buys a sustainable pension via us can see that they can see all the equity, all the bonds that they're investing in, all the real assets, including the real estate, the forests, and the renewable energy projects that they're investing in. So the technology is out there today. I think France has actually issued, I think, Article 173 in your energy transition law, or something like that, regulates exactly this, the disclosure of climate risk in an investment portfolio to people. So from a technological point of view, I think there are a lot of things we can do. From a regulatory point of view, I think it's important that the rest of Europe follows France's example and sets clear demands and says you cannot sell a single retail investment product or savings product without disclosing exactly what the money is being invested in. And it's not enough to do it in a report that's 200 pages long once a year that you hide on your webpage. You have to develop digital tools and show it to the end customer, and you have to do that by 2021. Something like that. Allez, dernière question. Oui. Là. Si, allô. Oui. Elle est où la dernière question? Ah bah c'est là-bas alors, pardon, La question allez-y. est là. Bon. D'abord, je voudrais juste... Non. Vous posez votre question. Est-ce que vous savez comment sont classés les services financiers au niveau de la Commission européenne? Il y a un scoreboard qui est publié chaque année. Ce scoreboard, il fait apparaître que les services financiers, tout ce qui concerne l'investissement, etc., l'assurance vie et tout, sont 24e sur 25. C'est-à-dire que c'est un des plus mauvais services rendus au niveau des consommateurs en Europe. Et le Danemark est à peine un peu mieux, il est 23e sur 25. Bon, la question, elle est, on vous a tous entendu, vous avez parlé de tous les problèmes qui peuvent exister au niveau de l'épargne, etc. Simplement, vous n'êtes pas posé la question, quel est le problème qui existe au niveau des intermédiaires? Or, à quoi est-ce qu'on a assisté en France, par exemple? Non, on n'a pas le temps, monsieur, c'est bon, non mais on est obligé. Non, mais vous le savez très bien. Non, je ne peux pas vous laisser continuer. Vous me faites un discours. Je voulais juste une question. Cette réaction, Rémi Weber, Guillaume Cadiou, rapidement, un mot. Comment vous expliquez qu'on soit si mal classé? Moi, je pense que nous avons, nous, une structure d'épargne qui est différente que d'autres pays. Et quand on voit l'engouement de nos clients pour l'ensemble de l'épargne telle que nous la proposons, j'estime qu'ils en sont très satisfaits. Et donc, très difficile de classer de la même manière l'assurance vie en France et l'épargne réglementée en France avec d'autres formes d'épargne. Le vrai problème, il tourne autour de l'épargne longue, illiquide, et là, nous ne savons pas objectivement mettre en face ce qui conviendrait pour pouvoir y être plus performant. Merci beaucoup. Merci à Jean-Paul Paulin d'avoir conçu cette table ronde. Merci à Neza Hayat, Guillaume Cadiou, Émile Sixgard-Fulsang et Rémi Weber.